ici la loi de Henry, un scientifique qui, à partir de ses observations, a établi une loi. En fait, il a étudié beaucoup la solubilité des différents gaz. Donc, tout comme le sucre ou le sel qui peut être soluble dans un verre d'eau. Hein, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, par exemple, le sel peut bien se mêler à l'eau et se dissoudre dans l'eau, mais les gaz, c'est un petit peu la même chose. Donc, première des choses, chaque gaz, oxygène, dioxyde de carbone, peu importe, a son propre coefficient de solubilité. Ça ne change pas. Donc, selon le type de gaz qui est impliqué, ce gaz aura une certaine capacité à se dissoudre dans un milieu aqueux, exemple l'eau. Donc, ça dépend beaucoup des interactions entre la molécule de gaz, donc sa structure en 3 dimensions, exemple, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail physico-chimique, mais il y a donc comment je dirais, des caractéristiques uniques à la composition d'une molécule donnée, exemple CO2, qui fait en sorte qu'elle va interagir plus ou moins facilement avec l'eau ou un certain liquide. Et ça, c'est propre à chaque gaz, évidemment. L'autre chose qui va affecter la solubilité d'un gaz, c'est la pression partielle. Donc, évidemment, plus que la pression partielle augmente, donc plus qu'une pression élevée, parce que, exemple, si la pression partielle d'oxygène est élevée, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène, une pression beaucoup plus élevée, mais ça constitue en fait une espèce de force qui fait entrer de façon plus efficace le gaz dans le liquide, exemple l'eau. Si la pression partielle est faible, bien, la capacité de solubilité va être plus faible. Donc, il y aura vraiment un lien direct entre une augmentation de la pression partielle d'un gaz donné versus sa capacité à se solubiliser dans l'eau, exemple. Et ça devient intéressant en biologie parce qu'évidemment, vous savez que dans le sang, essentiellement, le plasma sanguin est constitué en très grande partie d'eau. Et bien que vous pensez, parce qu'on vous le répète souvent, que c'est les globules rouges qui transportent le CO2 ou l'oxygène, c'est vrai, mais certains de ces gaz-là vont pouvoir aussi se dissoudre dans le plasma sanguin. Et donc, évidemment, la capacité, le coefficient de solubilité dans le plasma sanguin, qui est essentiellement de l'eau, va être affecté par ces deux paramètres-là et va faire en sorte qu'on va déplacer avec une certaine efficacité qui peut varier l'oxygène, le CO2, via le plasma. Donc, même si on utilise préférentiellement les globules rouges, c'est aussi possible de déplacer ces gaz-là dans le plasma sanguin, tant qu'on arrive à les solubiliser, bien sûr. Maintenant, si on regarde plus en détail le transport des différents gaz respiratoires, donc ici on vous présente le transport de l'oxygène, l'oxygène, il y a un coefficient de solubilité relativement limité au niveau du plasma sanguin. On verra tantôt que le CO2 a un meilleur coefficient de solubilité. Donc, de façon naturelle, l'oxygène a plutôt de la difficulté à se solubiliser dans le plasma sanguin. On estime qu'environ un 2% de l'oxygène peut se dissoudre dans le plasma, ce qui n'est pas très efficace. Si on a une pression partielle d'oxygène extrêmement élevée, ça peut augmenter un petit peu, mais essentiellement, la façon de transporter de l'oxygène, ça va être vraiment par l'intermédiaire de l'hémoglobine que vous avez déjà étudié quand on a parlé du sang. Et cette hémoglobine présente à l'intérieur des érythrocytes, des globules rouges, va soit se lier à l'oxygène ou non. Et quand on parle d'oxyhémoglobine, ça veut simplement dire que le HB ici, en fait, c'est la molécule d'hémoglobine. Ça veut dire que l'hémoglobine est attachée, liée à un oxygène. Et ces molécules d'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges vont transporter comme ça le dioxygène. Si vous parlez de désoxyhémoglobine, c'est absence d'oxygène, donc c'est de l'hémoglobine qui est libre tout simplement. Elle n'est pas attachée à l'oxygène. Donc, essentiellement, au niveau de l'oxygène, c'est beaucoup les globules rouges et une petite partie qui va transporter ce gaz respiratoire dans votre organisme. Maintenant, le dioxyde de carbone, lui, il y a 3 façons. Donc, il y a une façon supplémentaire de le déplacer au niveau de votre organisme. Donc, déjà, il y a un meilleur coefficient de solubilité. Il y a à peu près 7%, c'est à peu près 3 fois plus, un peu plus de 3 fois plus que l'oxygène. Donc, il se dissout de façon plus efficace au niveau du plasma sanguin. Puis la même logique, selon la loi d'Henry, si la pression partielle du CO2 augmente, bien, la pression est plus forte, donc ça force la solubilisation de ce gaz-là dans le plasma. Donc, on peut le dissoudre dans le plasma sanguin en partie. Ensuite, vous savez bien que ce gaz-là peut aussi s'attacher à l'hémoglobine. Donc, ici, on va parler de carbhémoglobine. Ça veut simplement dire que l'hémoglobine, dans ce cas-ci, est attachée à une molécule de CO2, de dioxyde de carbone. Donc, ça va.
Mais ce qui va vous surprendre, c'est sûrement le troisième point. En fait, la majeure partie du CO2 n'est pas transportée par l'hémoglobine. C'est à peu près le quart, 23%, un petit peu solubilisé dans le plasma, mais la grande majorité est transformée sous forme chimique. Donc, le CO2 peut réagir avec différentes molécules qui fait qu'on peut adopter une forme ou l'autre. Et cette forme-là préférentielle, c'est du HCO3-, des ions bicarbonate, qui aura un grand rôle dans l'ajustement du pH sanguin qu'on verra éventuellement. Mais pour l'instant, ce qu'il faut voir, c'est que cette forme chimique-là va se faire à l'intérieur des globules rouges. En fait, on a une enzyme un peu particulière qui va permettre une transformation du CO2 sous d'autres formes. Donc, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que à l'intérieur des érythrocytes, des globules rouges, le CO2 va réagir avec l'eau. Donc, une réaction entre le H2O et le CO2 qui fait qu'on va produire un acide carbonique. Donc, la formule est ici, H2CO3. Ça, c'est un acide carbonique. Et cet acide carbonique peut se dissocier par la suite en ion bicarbonate, donc HCO3-. Donc, techniquement, on a perdu un hydrogène. Il y a un hydrogène de moins de l'acide carbonique qui est parti, ce qui laisse des HCO3-. Ce qui va se passer par la suite, c'est que les ions bicarbonate vont sortir du globule rouge et ces ions-là, une fois à l'extérieur, s'en vont en direction du plasma et vont circuler sous forme d'ions bicarbonate. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on va arriver au niveau des capillaires pulmonaires, donc près de l'alvéole, là, il y a la réaction inverse qui va se faire. Sous forme de HCO3-, vous le voyez, il y a un CO2 caché là-dedans. Là. Il y a CO3, mais il y a au moins un CO là-dedans. Un CO2, pardon. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'une fois qu'on arrive au capillaire pulmonaire, on favorise l'autre réaction. Et la réaction inverse va se faire. Et dans ce cas-ci, ça va me permettre de me redissocier sous forme de CO2. Donc, on va aller dans le sens inverse. Et une fois que je suis sous forme de CO2, bien, pendant l'expiration, on va pouvoir éliminer ce dioxyde de carbone. En fait, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est qu'il y a comme une conversion chimique en deux formes. Je peux passer du CO2 à l'acide carbonique versus ion bicarbonate et retourner vers l'acide carbonique. L'équation ici illustre ces différentes étapes et la double flèche montre qu'on peut aller dans un sens ou l'autre. Donc, c'est vraiment réversible. Donc, la première chose, on vous disait, dans les globules rouges, j'ai une réaction chimique qui se fait entre le CO2 et l'eau, c'est un acide carbonique. De façon spontanée, l'acide carbonique revient sous forme de ion bicarbonate, puis on perd un hydrogène, donc on est au niveau du plasma, circule sous cette forme-là dans votre organisme, mais quand on va arriver au niveau des alvéoles pulmonaires, particulièrement au niveau des capillaires pulmonaires, on favorise la réaction inverse. Donc, sous forme d'ion bicarbonate, retourne sous sa forme d'acide carbonique, qui va se dissocier éventuellement en eau et en CO2, et là, le CO2 pourra être éliminé par expiration dans les poumons. Donc, c'est une façon déguisée de transporter le CO2. C'est vraiment comme on le met sous une forme chimique on appelle un ion bicarbonate, se promène un peu partout, puis on le reconvertit en CO2 quand on arrivera au niveau des poumons. C'est une façon très simple de résumer tout ça. En d'autres mots, il y a vraiment trois façons de faire. CO2 dissous dans le plasma, attaché à l'hémoglobine des globules rouges et sous forme d'ion bicarbonate, comme je viens de l'expliquer. Cette réaction chimique, est-ce qu'il y a d'autres réactions chimiques qui peuvent transporter l'oxygène? Ça n'existe pas. L'oxygène, malheureusement, c'est essentiellement les globules rouges qui le transportent. Donc, on est plus limité dans le transport de ce gaz-là. La diapo aussi s'attarde plus au transport des gaz respiratoires associés à l'hémoglobine. Donc, on se souvient un petit peu quand vous avez étudié les érythrocytes en début de session, on a parlé un petit peu des molécules d'hémoglobine. Donc, rapidement, un petit rappel. L'hémoglobine est constituée de 4 sous-unités protéiques. Donc, en couleur ici, on voit chacune une sous-unité. Donc, pour chacune des molécules d'hémoglobine, il peut y en avoir des millions dans un globule rouge, des milliards, peu importe, mais pour une seule molécule, il y a 4 sous-unités. Et chacune des sous-unités a la capacité de lier, exemple, une molécule d'oxygène ou dioxyde de carbone ou même d'hydrogène, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Ça peut vous surprendre. Mais oui, l'hémoglobine peut aussi s'attacher à l'hydrogène, les ions hydrogène. Donc, maintenant, les trois structures qu'on avait déjà vues, les trois types de molécules, pardon, au niveau de l'hémoglobine, en orangé ici ou en plus foncé, c'est des acides aminés qui forment la partie protéique qu'on appelle la globine. Donc, c'est vraiment la partie, c'est une protéine en fait, tout simplement.
L'atome en rouge, c'est un atome de fer qui est essentiel pour permettre la bonne forme 3D de cette sous-unité, de cette molécule d'hémoglobine. Et l'anneau en bleu, c'est une molécule qu'on appelait l'hème, qui joue aussi son rôle dans la structure. L'ensemble de ces différents éléments va permettre de former l'hémoglobine qui aura la bonne forme 3D pour pouvoir interagir avec une des molécules que j'ai mentionnées tantôt. Donc, généralement, l'oxygène va reconnaître l'atome de fer et va s'attacher vraiment avec le fer, ici, la petite boule rouge. Donc, techniquement, par molécule d'hémoglobine, on peut lier 4 molécules d'oxygène en même temps. Il peut y avoir aussi la molécule d'hémoglobine qui interagit avec d'autres choses. Exemple, la partie protéique ici peut interagir avec le dioxyde de carbone ou encore l'hydrogène. C'est 3 substances différentes qui peuvent être transportées donc par les globules rouges via l'hémoglobine. Par contre, il faut faire très attention. Lorsqu'on s'attache à une de ces substances-là, c'est impossible d'attacher une autre substance. Exemple, si l'oxygène s'attache ici au niveau du fer, les 3 autres, soit qu'ils vont être vides, soit qu'on va attacher aussi de l'oxygène, mais on ne va pas fixer de l'hydrogène ou du CO2, ou encore on ne peut pas enlever l'oxygène pour mettre du CO2. Ça s'explique de façon très simple. Aussitôt qu'une des substances parmi les 3 qui interagit, ça va complètement modifier la forme 3D, tridimensionnelle de la molécule. Et la forme en 3 dimensions de la molécule fait en sorte qu'on va reconnaître l'oxygène. Si l'hémoglobine change un petit peu sa forme 3D, elle ne reconnaîtra plus l'oxygène, mais va être compatible avec le CO2. Puis si elle change encore une fois sa forme, elle va être compatible avec l'hydrogène. Et en fait, c'est cette forme 3D qui fait en sorte qu'on a plus d'affinité avec une ou l'autre des substances. Donc, s'il y a de l'oxygène qui s'attache, on va modifier la forme 3D de l'hémoglobine et on ne pourra plus reconnaître les 2 autres substances. Donc, en d'autres mots, c'est une substance à la fois qu'on peut transporter. Maintenant, ce que je vais dire est écrit ici dans les 2 points. Un autre point important qui n'est pas écrit, mais c'est une implication très pratique qu'il faut savoir. De façon chimique, malheureusement pour nous, l'hémoglobine a une affinité plus grande au point de vue chimique pour le dioxyde de carbone que l'oxygène. Ça, en d'autres mots, ça veut simplement dire que si la molécule d'hémoglobine du globule rouge elle est vide, elle a le choix entre interagir avec un oxygène ou un CO2. Elle préfère interagir avec le CO2. Il y a une affinité chimique qui fait qu'à quantité égale, le CO2 va de façon spontanée s'attacher plus efficacement à la molécule d'hémoglobine que l'oxygène. Et ça amène un problème important parce que, comme je l'ai dit tantôt, s'il y a une substance qui est attachée, il n'y a plus de place pour les autres. Donc, si on préfère le CO2 et que le CO2 interagit avec l'hémoglobine, ce qui va se passer, c'est qu'on change la forme 3D de l'hémoglobine et celle-ci ne sera plus capable de reconnaître l'oxygène. Et même s'il y a une pression différentielle d'oxygène très élevée autour de l'hémoglobine, comme le CO2 est déjà occupé, on sature l'hémoglobine en CO2, l'oxygène n'est plus transporté. Ce qui peut être très dangereux, évidemment. À titre d'exemple, vous le savez probablement, mais à chaque année, il y a des morts, des suicides, mais des fois des morts accidentelles. Exemple, on part une voiture dans le garage de la chambre du bébé en haut, on s'asphyxie, puis on meurt. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est du monoxyde de carbone, c'est du CO. C'est pas du CO2 comme le dioxyde de carbone. La logique est vraiment la même. C'est que le CO ou le CO2, en grande quantité, donc évidemment, c'est relâché par l'exhaust de la voiture, vient se fixer comme ça en l'hémoglobine. Et même si la personne respire bien et qu'il y a beaucoup d'oxygène, ça n'a pas d'importance parce qu'on préfère, par affinité chimique, le CO2 à l'hémoglobine. De ce côté-là, on est mal fait un petit peu. Donc, cette affinité chimique-là pour la protéine fait en sorte que l'hémoglobine va saturer en termes de CO2, puis là, il n'y a plus de place pour l'oxygène. Donc, la personne finit par manquer d'oxygène, tout simplement. Les cellules n'auront pas d'oxygène puisque la majeure partie des globules rouges, des érythrocytes, transporteront du CO2, ce qui fait qu'on ne produit plus d'ATP et que les cellules vont commencer à mourir. Donc, c'est une caractéristique chimique qui peut sembler anodine, mais qui a un grand impact au niveau médical, évidemment, pour nous autres. Je vous montre ici une courbe de saturation au niveau de l'oxygène. Ça, c'est un terme qui revient beaucoup dans le domaine médical. Vous allez mesurer ça de façon très simple. En fait, souvent, vous mesurez, des fois, vous me posez la question, là, vous mettez un petit capteur au bout des doigts, ça vous donne le taux de saturation. C'est comme une petite pince, là, vous avez peut-être déjà vu ça, et on met cette petite pince au bout sur l'ongle du patient, puis là, on est capable de savoir si c'est une saturation de 98, de 95%, exemple.
Souvent, vous me demandez comment ça fonctionne. C'est très simple. C'est un petit capteur optique qui détecte l'intensité du rouge du sang. Donc, selon le taux d'oxygénation du sang, le sang peut adopter une version. Donc, s'il est riche en oxygène, souvent, il va prendre une teinte beaucoup plus claire, rouge clair. S'il y a moins d'oxygène, il va être plus foncé. Donc, avec tous les dégradés de rouge possibles, du rouge clair au rouge foncé, avec une petite puce, on est capable rapidement de faire le calcul et d'établir à peu près le niveau d'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine selon la qualité du rouge, si vous voulez qu'on le détecte. Donc, c'est vraiment un capteur optique qui détecte l'intensité du rouge au niveau sanguin pour établir par la suite le niveau d'oxygénation, de saturation. Maintenant, justement, la saturation, terme extrêmement important. Je viens un petit peu de l'expliquer, c'est un peu implicite à ma description que je viens de faire, mais de façon plus claire, la saturation de 98%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98% des hémoglobines sont occupées par une molécule d'oxygène. Il y a un 2% qui est libre ou qui est attaché à d'autres sortes de molécules, exemple CO2 ou hydrogène. Ça, c'est la situation idéale. 98%, là, c'est comme le maximum généralement. Vous pouvez lire un 99, mais c'est l'équivalent. C'est que la majeure partie des hémoglobines contient de l'oxygène. Et là, on fait un petit tableau ici pour vous montrer que plus que la pression partielle d'oxygène augmente, plus la saturation augmente. Donc, ça fait du sens. Parce qu'évidemment, si à certains endroits, comme dans les veines, il y a très peu d'oxygène, la pression partielle d'oxygène est faible, bien, la saturation est faible. Puis plus qu'on va vers les artères, bien, plus que la pression d'oxygène est forte. Donc, plus que d'oxygène, plus que la pression est forte. Donc, plus qu'il y aura de saturation. Il y a des conditions de la vie courante ou de différentes pathologies qui font en sorte qu'on va affecter le niveau de saturation. Mais la logique, elle est très simple ici. Plus que j'ai une grande PO2, c'est-à-dire donc plus que ma pression différentielle du niveau de l'oxygène est élevée, plus que j'ai d'oxygène. Et plus que j'ai d'oxygène, plus ça augmente le pourcentage de saturation. Évidemment, plus que j'ai de monde, plus que j'ai une molécule à transporter, plus que mes transporteurs vont être occupés. Donc, plus que l'hémoglobine va être occupée avec un oxygène. Si j'ai peu d'oxygène, ben, j'ai beaucoup d'hémoglobine qui va être libre parce que je n'ai pas beaucoup de monde à transporter. Donc, c'est un peu la même logique. Par contre, si vous remarquez ici, à partir de D à peu près, ça plafonne. Ça veut dire que ça fait une espèce de plateau. Si j'arrive ici au niveau d'une pression de 70 à 80, je monte de 10, bon, ben, le pourcentage de saturation augmente. Mais si je passe de 90 à 105, ça ne monte pratiquement plus. On est à 98 et ça ne bouge plus. Okay? Je pourrais le mettre à 350, ça sera encore à 98. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Pourquoi ça ne monte pas tout le temps, malgré le fait qu'on augmente la quantité d'oxygène? Donc, exemple, vous mettez par erreur un masque à oxygène à un patient, ça peut être dangereux pour d'autres raisons, mais ce que je veux vous faire voir, c'est que ça ne change plus rien, là. Parce que c'est quand même bien que vous injectez une quantité supplémentaire d'oxygène. J'ai déjà mon maximum d'atteinte. C'est pour ça qu'il y a un plateau. Ça veut dire, imaginez-vous un autobus. Chaque banc, c'est une molécule de globule. Mettons, l'autobus, c'est le globule rouge, et chaque banc, c'est une molécule d'hémoglobine. S'il y a 100 bancs, puis il y a 100 personnes d'assis, sans oxygène d'attaché, j'ai quand même bien qu'il y a 350 personnes à l'extérieur de l'autobus, j'ai plus de place. Donc, ça ne donne rien ici de rajouter de l'oxygène, puisque déjà, j'ai mon taux de saturation maximale. Par contre, si vous avez une saturation de 60, j'ai beaucoup d'espace qui n'est pas occupé. Là, c'est une autre histoire. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on se sature comme ça. Mais l'idée intéressante ici, c'est de comprendre que plus la saturation est élevée, ça veut dire plus la pression partielle de l'oxygène est élevée. Donc, vous, sur le plancher, quand vous travaillez, ça veut dire que, vous visualisez qu'il y a beaucoup d'oxygène. Plus la pression est forte, plus la saturation est forte, plus il y a d'oxygène de transporté par les globules rouges, ce qui est souhaitable. Si vous avez une saturation faible chez votre patient, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine, donc éventuellement, il y a des tissus qui vont être mal oxygénés. C'est ce que ça veut dire. Le tableau présenté ici vous montre en fait les principaux déséquilibres associés au système respiratoire, donc les principales pathologies, si on peut dire. Donc, je passe rapidement. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais il y a quand même quelques éléments qui vont peut-être vous surprendre. Donc, première des choses,
en soi, le système respiratoire peut avoir des problèmes. Donc, on parle d'obstruction des voies aériennes. Donc, exemple, dans des cas d'asthme, on en a déjà parlé, on a expliqué cette maladie-là déjà. Les bronchites, donc inflammation des bronches suite à une infection, exemple, qui peut donc favoriser une bronchoconstriction, une inflammation. Donc, des enflures également qui peuvent comprimer les bronchioles, exemple, qui se remplir de mucus. Un peu comme l'asthme, même si les causes sont différentes, les conséquences sont identiques, bronchoconstriction, accumulation de mucus, obstruction des différents conduits, là, je pense aux bronches, aux bronchioles, évidemment. Fibrose kystique est une maladie aussi qu'on avait déjà parlé dans les dernières capsules. Parfois, si la membrane respiratoire ne fait pas le travail, pour X raison, elle peut s'épaissir, donc les échanges gazeux sont plus difficiles. La cause, moi, qui me vient le plus en tête, c'est suite à une pneumonie, exemple. Il peut y avoir une infection virale ou bactérienne, peu importe, du type de pneumonie, mais il y a souvent une réponse de défense qui s'enclenche, incluant une réponse immunitaire qui va être assez forte parfois, et il peut y avoir une réaction inflammatoire très, très forte. Quand la réaction inflammatoire, qui est là pour vous protéger, qui est excellente, c'est parfait, mais quand elle est trop élevée, trop forte, trop active, là, ça peut causer de l'édème, ça peut causer des enflures. Donc, pendant la réaction inflammatoire, il y a une fuite de liquide vers les tissus pour amener des globules blancs, anticorps, pour protéger les tissus pulmonaires, mais ça vient comprimer la membrane respiratoire et ça peut faire de l'édème puis empêcher les échanges gazeux, évidemment, parce qu'on vient comprimer cette membrane. On voit aussi l'édème pulmonaire dans certaines formes d'insuffisance cardiaque que vous avez déjà étudié dans le cardiovasculaire. Donc, peu importe la cause, que ce soit de l'insuffisance cardiaque, infection, réaction immunitaire, l'idée, c'est que cette enflure, cet édème-là peut comprimer et en comprimant la membrane, il n'y a pas d'échange qui se fait. On peut parler aussi littéralement de destruction des alvéoles ou affaissement des alvéoles. C'est surtout typique de l'emphysème chez les fumeurs, exemple, cancer du poumon également. Donc, évidemment, des alvéoles en moins, moins d'échanges. Donc ça, c'est facile. Hein? C'est le problème respiratoire direct. Mais il faut penser aux autres maladies respiratoires. Et là, quand on parle du système squelettique ou musculaire, donc les os, les muscles, puis là, on dit comment les muscles, les os, on peut considérer que c'est une maladie respiratoire, nerveux ou cardiovasculaire également. Donc là, c'est dans une... faut avoir un peu plus d'imagination. Squelettique et musculaire, essentiellement, si on a de l'arthrite, déformation des os, peu importe, les muscles respiratoires qui ont une lésion, qui sont abîmés, évidemment, si je ne contracte pas les muscles respiratoires, là, je suis dans un problème musculaire, mais si je ne contracte pas ou de façon peu efficace, évidemment, toute la mécanique ventilatoire au niveau de l'inspiration, expiration ne se fera pas. Donc, évidemment, ça amène des troubles d'hypoxie, exemple. Ensuite, même chose, nerveux, si vous avez des lésions au niveau du tronc cérébral, particulièrement au niveau du bulbe rachidien ou du pont, ou des fois vous donnez des médicaments pour, on parle de sédation chez les patients et tout ça, c'est correct, mais des fois on vient inactiver ou suractiver, mais dans les cas de sédation excessive, on diminue l'activité du centre respiratoire, puis là, ça peut être extrêmement dangereux. Chez un patient âgé, entre autres, si vous diminuez trop l'activité du centre respiratoire, la fréquence respiratoire tombe à un niveau trop inférieur, puis on peut même provoquer la mort dans certains cas. Des lésions au niveau de la moelle épinière ou de certains nerfs, comme le nerf phrénique, exemple, les intercostaux, lésions au niveau de la moelle épinière qui empêchent l'influx nerveux de se propager entre le centre respiratoire et les muscles respiratoires, va affecter également la fréquence respiratoire. Donc, il faut comprendre que les autres systèmes, que ce soit au niveau osseux, musculaire ou nerveux, peuvent affecter également la qualité de la respiration et des échanges gazeux. Cardiovasculaire, en fait, si vous avez certains problèmes, je pense à une artère, on n'en parle pas ici, mais une artère qui serait bloquée, donc on empêche le déplacement du débit sanguin vers un organe, l'organe, pour lui, c'est un problème respiratoire. Que ce soit un manque d'oxygène dû à une bronche qui est bloquée ou à une destruction des alvéoles, ou que ce soit une artère qui est bloquée, il y a moins d'oxygène qui rentre pareil. Donc, peu importe que ce soit une cause vasculaire ou pulmonaire, en bout de ligne, il y a moins d'oxygène qui rentre dans les cellules, donc on considère que c'est un problème respiratoire. L'anémie, c'est vraiment, vous le savez, c'est un manque, pour X raisons, un manque de globules rouges, d'érythrocytes, donc j'ai moins de transport, encore une fois, moins d'oxygène. Donc, ce que je voulais faire réaliser, c'est que les maladies respiratoires, c'est pas toujours les bronches ou les poumons qui sont impliqués ou les bronchioles, qui peuvent effectivement augmenter ou diminuer la quantité d'oxygène en circulation.
On a aussi les troubles cardiovasculaires qui peuvent diminuer ou affecter la quantité d'oxygène dans la circulation, de même qu'on peut avoir des troubles nerveux, musculaires ou squelettiques qui expliquent ces problèmes de variation au niveau de l'oxygène. Donc, c'est pour ça que dans cette optique-là, on considère que c'est des débalancements respiratoires. Pour les 2 dernières diapositives, 2 termes importants, hypoventilation, donc hypo faible, ça veut dire simplement on diminue la fréquence respiratoire. Ça peut être un problème, donc suite à un problème neurologique, exemple, les centres de la respiration que j'ai déjà expliqué fonctionnent moins bien. Donc, si pour X raison, on est en hypoventilation inférieure de 12 à 15 de fréquence respiratoire, bien, les 2 grands problèmes que ça amène, premièrement, si la fréquence est trop faible, je n'ai pas un apport en termes d'oxygène suffisant. On parle d'hypoxémie, ça veut dire une diminution du taux d'oxygène dans le sang, ce qui va amener différents signes cliniques ou symptômes. Donc, personne léthargique, si vous avez un patient d'hypoventilation, ça se peut qu'elle soit léthargique, somnolent, maux, tête. Pour moi, c'est la même cause. Pourquoi ces 3 éléments-là? Bien, manque d'oxygène, manque de production d'ATP, donc moins d'énergie dans les neurones, ce qui fait qu'on est somnolent, on s'endort, léthargique, on a de la misère à bouger, à contracter, on est faible, on est fatigué parce qu'on ne peut pas contracter les muscles aussi efficacement si on manque d'ATP. Donc, c'est simplement ça. Manque d'oxygène, manque d'ATP, on ne fonctionne pas au niveau du cerveau, on dort, maux de tête, parce que les neurones commencent à mourir, manque d'ATP. Léthargique, les muscles ne fonctionnent pas, grande faiblesse, c'est pas écrit, mais on aurait pu parler d'une grande faiblesse musculaire. Cyanose, donc exemple au niveau de la peau, particulièrement au niveau des ongles, c'est très visible, ça devient bleu. Bleu parce que c'est vraiment un sang qui est, on dit une mauvaise circulation sanguine, mais techniquement, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, le taux d'oxygénation devient très faible. Vous allez voir ça au bout des doigts, au niveau des lèvres parfois. Donc, la teinte bleutée, c'est simplement un sang qui est pauvre en oxygène. Et il faut faire attention, je ne dis pas que le sang est bleu, je dis tout simplement que la peau, c'est un peu une illusion d'optique, là, mais la peau va prendre une teinte bleutée, en fait. Et la perte de connaissance, à un moment donné, s'il n'y a vraiment plus d'ATP au niveau des neurones, le cerveau ne fonctionne plus, puis on perd connaissance. Donc ça peut être une hypoventilation sévère. L'autre problème avec ça, c'est que non seulement vous manquez d'oxygène, mais comme vous respirez moins vite, vous êtes en hypercapnie. Capnie réfère à CO2, dioxyde de carbone. Donc, dans ce cas-ci, au lieu d'éliminer le CO2, non seulement vous n'allez pas chercher l'oxygène nécessaire, mais vous n'éliminez pas suffisamment le CO2 qui a tendance à s'accumuler dans votre organisme. Et tantôt, je disais que le CO2 plus l'eau de votre corps, au niveau du plasma ou peu importe, il y a une réaction entre H2O et le CO2 qui fait qu'on produit un acide carbonique. Donc, si je produis un acide carbonique, un acide, tantôt, je vous disais que l'acide carbonique, c'était H2CO3. Bien, un acide, c'est quoi la définition chimique d'un acide? C'est une substance qui libère des hydrogènes. Donc, évidemment, CO2 réagit avec l'eau, fait un acide, et cet acide carbonique, de façon spontanée, pourra se dissocier en différentes molécules, incluant la libération d'un ion hydrogène. Si j'augmente la quantité d'hydrogène au niveau du plasma sanguin, ça fait ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Le pH sanguin qui devient beaucoup trop acide, et c'est causé par un problème au niveau du système respiratoire. C'est pour ça qu'on dit que c'est respiratoire. La fréquence respiratoire est trop faible. À l'inverse, on peut souffrir aussi d'hyperventilation. Donc, pour X raison, le système nerveux envoie trop d'influx nerveux à partir des centres respiratoires. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Si je respire trop vite, hyper veut dire beaucoup, j'augmente la fréquence respiratoire. Qu'est-ce que ça fait? Bien, là, j'élimine de façon beaucoup trop efficace le CO2. Donc, votre premier réflexe, c'est de dire, ouais, le CO2, c'est toxique, c'est une bonne chose qu'on l'élimine. Je suis assez d'accord avec vous, mais le problème, ça nous en prend un petit peu dans le corps quand même, justement, pour augmenter la quantité en fait, pour maintenir la quantité d'hydrogène. C'est une façon de contrôler le pH sanguin. On va discuter de ça éventuellement. Sauf que dans ce cas-ci, vous éliminez tellement votre CO2 qu'il y a moins d'acide carbonique dans le corps. Et si j'ai moins d'acide carbonique dans le corps, donc je vais marquer acide ici, évidemment, il y a moins d'hydrogène qui va être libéré. Et si vous avez trop peu d'hydrogène dans le sang, bien, votre pH sanguin devient trop basique, trop alcalin, il va augmenter. Donc, le manque d'hydrogène ici va augmenter le pH, ce qui va causer ce qu'on appelle une alcalose respiratoire. Donc, un trouble respiratoire associé à l'hyperventilation fait en sorte qu'on peut avoir une alcalose, pH sanguin trop élevé.
Par contre, ici, une hyperventilation a très peu d'effet sur l'oxygène, ce qui peut vous surprendre. Mais si vous vous souvenez de mon histoire de plateau tantôt, c'est simple. L'hémoglobine est déjà à la normale, autour de 98%. Donc, en respiration normale, en apnée, de 12 à 15 ventilations minutes, vous avez déjà saturé l'ensemble de l'hémoglobine chez une personne en santé. Fait que même si vous augmentez l'hyperventilation, vous ne pouvez pas aller chercher de quantité supplémentaire d'oxygène. En fait, vous pouvez, mais elle ne sera tout simplement pas utilisée parce qu'on n'est pas capable de la transporter. Si j'ai 98, 99 ou mettons 100% de mon oxygène qui est associé à l'hémoglobine, bien évidemment, même si je respire plus vite, puis je vais chercher une quantité accrue d'oxygène, je n'ai pas de moyen de la transporter. C'est l'exemple de l'autobus que je vous disais tantôt. Mes 100 sièges sont occupés par 100 personnes. Donc, quand même bien que j'ai été chercher 1000 personnes de plus, ils vont attendre le prochain autobus. On n'entre pas. Donc, c'est le problème. Ici, j'ai un plateau, c'est saturé au maximum. Ça n'a pas d'impact vraiment. Le fait ici d'avoir faiblesse musculaire suite à une hyperventilation, crampe musculaire et tout ça, tétanie, c'est plutôt relié à l'alcalose. C'est vraiment les symptômes associés à une alcalose. Pas tant l'oxygène, ça fonctionne. Donc, tantôt, j'expliquais les symptômes d'une hypoventilation suite à la diminution d'ATP, manque d'oxygène. Ici, ce n'est pas l'oxygène qui crée ces symptômes-là, c'est vraiment l'alcalose respiratoire. Et maintenant, en terminant, donc, ça termine vraiment la capsule 7. Ça termine vraiment le système respiratoire. Donc, la prochaine capsule va justement parler plus des équilibres acido-basiques. Donc, maintenant que vous avez étudié en détail le système urinaire et le système respiratoire, vous allez être capable de comprendre justement comment, dans des situations de pathologie, je pense au diabète, différents déséquilibres métaboliques qu'on étudiera, troubles respiratoires, troubles au niveau du système urinaire, peu importe, comment tout ça peut affecter le pH sanguin, les déséquilibres au niveau du pH sanguin qui peuvent être très dangereux. Donc, on va voir non seulement les problèmes associés à ces pathologies-là, mais aussi comment on va contrôler et rétablir la situation. Et c'est surtout ça qui est extrêmement important de comprendre avec la diapo que je n'ai pas mentionné. Je vous présente l'hyperventilation et l'hypoventilation comme des problèmes. Exemple neurologique. Trop d'influx, pas assez d'influx à partir des centres respiratoires. Mais il faut faire très attention, et ça, vous allez l'observer plus dans la prochaine capsule. Parfois, l'hyperventilation ou l'hypoventilation, c'est excellent parce qu'en fait, c'est une façon de votre organisme de s'adapter à un problème quelconque. On va voir éventuellement que oui, ça peut être un problème, l'hyperventilation ou l'hypoventilation, mais ça peut être aussi une façon de contrôler un dérèglement du pH sanguin dû à une maladie comme le diabète ou encore une dysfonction des reins. Et c'est ça que c'est sur cette phrase que je veux vous laisser maintenant. C'est pas parce qu'un patient est en hyperventilation qu'il a nécessairement un problème respiratoire ou un problème neurologique au niveau des centres respiratoires. Ça peut être en fait une bonne chose. Une très bonne chose parce que son corps est en train de compenser pour établir un problème. Donc, si vous rencontrez un patient qui est en hyper ou en hypoventilation, votre premier réflexe, il y a quelque chose d'anormal, et là-dessus, je suis très d'accord avec vous, donc ça va. Mais ce n'est pas nécessairement une dysfonction des centres respiratoires, exemple. Au contraire, c'est peut-être pour pallier à une dysfonction des reins, un trouble métabolique, qu'on est en hyper et en hypoventilation. En fait, c'est pour essayer de rétablir la situation. C'est deux cas de figure possibles. Ça peut être une pathologie qui fait l'hyperventilation, donc on a un problème, ou bien c'est une façon de régler un problème qui se passe ailleurs. Et ça va être le sujet de la prochaine capsule, justement d'établir ces différentes méthodes d'adaptation suite à différentes pathologies. Sur ce, je vous laisse. Donc, bonne étude et comme toujours, vous ne gênez pas pour les questions. Sinon, on se revoit dans la prochaine capsule.